Bonsoir, il est 22 heures sur Télé Djibouti et nous sommes le mardi 16 juillet 2024. Bienvenue dans cette édition. Voici les titres ce soir. Remise des certificats aux jeunes formés en pose et maintenance des panneaux solaires. Cérémonie présidée par la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Et au Gaza, l'aide alimentaire larguée sur Khan Younis, elle ne fait pas l'unanimité. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Je vous le disais en titre, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités a présidé une cérémonie de remise des certificats aux jeunes formés en pose et maintenance des panneaux solaires. Ce projet, financé sur fonds propres par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, a réuni aux côtés de la secrétaire générale des représentants comme du PAM, les cadres supérieurs du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, ainsi que les représentants des institutions concernées. Cette initiative, conçue pour renforcer l'autonomie des populations vulnérables et favoriser une résilience durable, s'inscrit en droite ligne avec l'investissement dans le capital humain, une priorité essentielle pour le développement socio-économique à long terme. Les jeunes lauréats soigneusement sélectionnés à partir de la base des données du ministère ont démontré durant cette formation une détermination exceptionnelle en réussissant les tests d'admission rigoureux qui ont précédé leur intégration au programme de formation. Ce dernier, d'une durée de 6 mois, a été conçu pour fournir des compétences pratiques et théoriques essentielles, complétées par 1 mois de stage au sein d'entreprises partenaires. Des différents milieux de la République de Djibouti. Ces jeunes, vraiment, avec ces certificats, seront autonomes, pourront vraiment voler de leur aile. Donc, l'autonomisation et la création d'emplois dont nous militons fait partie de cette initiative. Nous disons encore bravo au ministère de la Masse. Les représentants des partenaires à cette formation ont tous deux indiqué que cette étape de formation marque le début d'une nouvelle ère pour ces jeunes et témoigne de l'engagement du gouvernement pour un capital humain. Voici leurs propos. Le centre de formation de l'Église protestante de Djibouti se réjouit de vous accueillir encore et vous souhaite la bienvenue. Cette cérémonie de remise de certificats de fin de formation qui nous rassemble aujourd'hui est pour nous un moment heureux, car c'est le jour pour lequel nous avons tous travaillé depuis le lancement de cette formation en novembre 2023. Nous saluons tous les engagements et toute la confiance des partenaires qui nous valent de nouveau ce moment. Avec cette cérémonie, nous clôturons un autre cycle de formation avec le MAS et nous nous félicitons de notre collaboration renouvelée et de notre collaboration aussi avec l'ambassade de France qui nous appuie toujours dans les formations que nous faisons ici au niveau du centre de l'Église protestante. À travers cette formation, nous avons encore travaillé ensemble à l'autonomisation des jeunes à travers la formation professionnelle. Chaque année, notre centre de formation aide les jeunes que nous recevons à tracer leur propre chemin dans la vie active à travers une offre de formation qui répond à leurs attentes et qui les aide à entrer dans le marché de l'emploi. Après avoir effectué 6 mois de formation en théorie et en pratique, les élèves ont été placés en stage au niveau des entreprises de la place qui s'activent dans le domaine du solaire. Avec ce mois de stage, ils ont été confrontés aux réalités du terrain et nous sommes heureux qu'ils aient découvert les problèmes que rencontrent certains bénéficiaires dont les installations de systèmes photovoltaïques sont en souffrance, faute d'entretien et de maintenance. Et aussi dans ce lieu de culte, je crois qu'il est important de dire qu'il faut croire. Il faut croire à l'ambition de ces jeunes, il faut croire à la force de cette jeunesse djiboutienne, il faut croire en eux, il faut croire en l'espérance qu'un jour ils vont réussir à réaliser, concrétiser les projets. Il faut croire à cette créativité qui est en eux, il faut croire à la réalisation des projets qu'ils vont mener. Et je crois que vous êtes aujourd'hui l'illustration que les gens qui ont cru en vous aujourd'hui savent que vous pouvez faire
Et il va falloir vous accompagner maintenant, comme vous le disiez très justement, pour que cette insertion professionnelle se fasse au mieux. Et comptez sur nous, comptez sur la communauté française, comptez sur les groupes d'affaires franco-djiboutiens pour vous accompagner également dans cette phase qui s'annonce d'insertion professionnelle. C'est très important. Voilà, je voulais aussi vous dire que quand l'ambassade de France décide d'investir dans l'éducation, c'est bien d'un investissement qu'il s'agit. Nous ne sommes pas dans une aide, nous sommes vraiment dans un investissement partagé. En faisant cela, nous investissons dans notre relation bilatérale que nous consolidons. Nous consolidons cette relation bilatérale par la priorité qui est la nôtre au service de coopération et d'action culturelle. Et pour sa part, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales a indiqué que cette formation qui se finit aujourd'hui et que cette cérémonie de remise de certificats permettra à ces jeunes d'espoir et de nouvelles perspectives, à ces jeunes qui devront donc continuer ainsi. Voici leurs propos. Je suis heureuse de participer encore une fois à cette cérémonie de remise des certificats aux jeunes lauréats qui ont achevé une formation spécialisée en 6 mois en photovoltaïque au centre de formation de l'Église protestante à Djibouti. Cette formation axée sur l'installation, l'entretien et la réparation des panneaux photovoltaïques représente bien plus qu'une simple acquisition des compétences techniques. Elle symbolise une évolution, une opportunité pour ces jeunes issus des familles défavorisées de la capitale et aussi des familles qui ont suivi des programmes de protection sociale offerts par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Cette initiative s'aligne sur la vision stratégique de notre gouvernement pour la lutte contre la pauvreté et l'autonomisation des jeunes. Inspirée par la vision éclairée de son Excellence, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, elle témoigne de notre engagement ferme à renforcer notre capital humain en créant des opportunités tangibles pour nos citoyens les plus vulnérables, brisant ainsi le cycle de dépendance et en ouvrant la voie à une véritable indépendance économique. La formation que nous célébrons aujourd'hui est le fruit d'une collaboration fructueuse entre le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et l'Église protestante. Ce partenariat a permis de donner une seconde chance à ces jeunes, leur ouvrant les portes d'un avenir plus prometteur. En accédant au marché du travail, ils peuvent désormais contribuer activement au développement de leur famille et de notre société dans son ensemble. La sélection rigoureuse de ces participants effectuée sur la base de notre registre social et plus précisément par les familles que nous soutenons dans le programme de protection sociale, avec une évaluation stricte pour s'assurer que ces jeunes qui vont suivre cette formation, qu'ils réussissent cette compétence, pour les renforcer, pour leur donner également une seconde chance. Et notre grand format de ce 22h va donc nous faire découvrir un lieu chargé d'histoire et de mémoire. C'est le mémorial du barrage de Balbala. Ici, sur ce site emblématique, la nation djiboutienne a choisi de commémorer l'un des épisodes les plus marquants et douloureux de son combat pour l'indépendance. Ce mémorial, érigé sous l'initiative du chef de l'État, vise donc à sauvegarder notre passé, honorer notre mémoire et ceux de nos héros et cimenter notre identité nationale. Les détails dans cette séquence. Si la nation est une volonté de partager un destin commun sur de valeurs communes, elle est également unifiée, incarnée et immortalisée par des lieux, des monuments où l'histoire de Djibouti, petite comme grande, s'est forgée. À travers des sites, des lieux de communautés d'hommes, de femmes se retrouvent autour d'un destin. C'est dans cette optique que l'idée de bâtir un mémorial, celui du barrage de Balbala, naîtra. Initié par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, un lieu chargé d'histoire sur l'une des périodes les plus douloureuses du combat de notre société pour l'indépendance nationale. Et cela avec une mission à la clé, celui de sauvegarder jalousement notre passé, mais aussi honorer la mémoire de nos héros.
car ils sont les identités et les empreintes indélébiles pour la postérité. Si nous avons édifié ces mémorials, ce n'est pas pour ressasser le passé, c'est juste pour ne pas oublier ce qui s'est passé, pour se souvenir, mais aussi pour transmettre. C'est une partie de notre histoire. Nous ne devons pas la rejeter dans l'oubli, mais au contraire la préserver au fond de notre mémoire collective. Oui, le devoir de mémoire participe à la cohésion de notre société et à l'affermissement de notre identité nationale. Ce mémorial situé au lieu exact du barrage illustre toute une symbolique, celui de ne pas oublier l'histoire. Une initiative judicieuse au relent patriotique, qui a valeur de relais physique dans l'archivage et le maintien en vie d'un des faits majeurs de l'histoire collective de notre société. Servir de socle à l'essor de notre cohésion et identité nationale. Une belle façon de modeler, par anticipation, le visage de notre société de demain. Cela étant de permettre à la mémoire de jeter ses racines autrement, d'une manière plus généreuse et ainsi plus prometteuse. Quelle belle façon de conter à la postérité le récit de nos héros, rassembler les éléments narratifs afin de faire de ces lieux un espace retraçant l'engagement de ses propres fils et filles morts au combat. askartii aan ahayn haddana isaga aan u shaqaynaynay haddana gobonimadoonka wax badan ayaan maaragtay ka soo ayaan ka qayb galay haddana askartiisaan ahayn waayo qoladan de maaragtay jabhad baan lahayn jabhadda direeskaan u soo gelinayna laga. En même temps que je m'engage dans le service militaire des forces coloniales françaises, je faisais partie de la résistance. Ce périmètre, qui s'étalait le long du camp militaire Shah Osman jusqu'aux bordures de la zone dédiée au musée, servait de cimetière. Mon frère a marché sur l'une des mines. Il a trouvé la mort sur le coup, tout comme beaucoup d'autres. Alors il ne faut pas oublier que beaucoup ont payé de leur vie pour que nous puissions jouir de cette souveraineté acquise. C'est cette souveraineté de ceux qui ont versé leur sang pour la liberté, un sang devenu une encre indélébile, symbolisée par l'étoile rouge de notre drapeau. Protéger leur patrie, ils ont été capables du sacrifice ultime pour que nous soyons aujourd'hui des hommes et des femmes libres. Grâce à ces mémorials, il est de votre devoir d'honorer leur action. Dans un monde en constante évolution, il va de soi pour aller de l'avant et accompagner la marche du monde. Cela nous incombe de savoir d'où l'on vient. Pour cela, il est important que la nation se retrouve dans des lieux où elle s'est forgée et de ne pas oublier ces hommes et ces femmes qui ont perdu la vie pour la défense d'un rêve, le rêve d'une Djibouti plus grande. Et voilà qui nous ramène de parler de cette réunion qui a eu lieu au Conseil régional de la Ville Blanche entre la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdoun, et les différents services déconcentrés ainsi que la société civile. Les images de notre correspondant Dimbio. Cette réunion est intervenue lors d'une cérémonie d'ouverture de l'antenne régionale du Tadjoura, antenne de l'UNFD. La réunion a réuni, outre la secrétaire générale, le président du conseil régional, la secrétaire générale de l'UNFD, le préfet de la région du Tadjoura et la société civile de la Ville Blanche.
L'ouverture de cette antenne régionale représente un pas crucial vers la décentralisation des services de prise en charge des victimes basés sur le genre. Cette initiative rendue possible grâce au projet d'appui à l'engagement de la société civile de l'USAID. L'ouverture est essentielle pour renforcer la protection et le soutien des victimes. C'est ce qu'a indiqué le représentant de l'USAID. L'activité de l'autonomisation de la femme, et je voulais réitérer que l'USAID est là pour accompagner cette vision, tous ces travaux, ça vient de ministères djiboutiens, des experts djiboutiens, représentés ici par Mme Koyna du ministère du Travail. Nous, on est là juste pour appuyer, mais que vraiment l'expertise, le travail sur le terrain, Madame la députée, c'est vraiment les Djiboutiens qui font tout ce travail et que nous sommes vraiment, juste vraiment là pour vous accompagner, pour vous appuyer. Et je voulais vraiment en rendre hommage aux autorités locales, au ministère de la Femme et de la Famille, et qui fait un travail extraordinaire sur le terrain. Hier, j'ai discuté avec Madame la directrice de toutes les activités à venir jusqu'au mois de novembre. La vision du ministère de la Femme et de la Famille concernant l'autonomisation est claire, bien établie. Il y a une feuille de route claire et nous serons ravis, Madame la secrétaire générale, de vous accompagner tout au long de cette procédure. Et pour sa part, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Manissa Hassan Badon, a précisé dans son intervention que cet événement à Tajoura est une preuve tangible de l'engagement des autorités djiboutiennes et de leurs partenaires internationaux à créer un environnement sûr et favorable pour les victimes de violences. Voici les propos. Mission pour laquelle le ministère de la Femme et de la Famille s'est déplacé avec l'UNFD aujourd'hui aussi a deux autres objectifs. C'est la présentation de la consolidation de l'autonomisation des femmes dans le secteur informel et la réunion du cadre de concertation. Mesdames et messieurs, l'autonomisation des femmes et leur consolidation socio-économique reste l'une des priorités du ministère, conscient du fait que c'est un droit fondamental et qui doit être promu et protégé à tous les niveaux. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a également rappelé l'importance d'encourager et soutenir les femmes entrepreneurs qui cherchent à créer des entreprises, à innover, car leur succès est essentiel à la croissance économique, à la construction d'une société où la parité n'est pas un idéal lointain, mais une réalité quotidienne. Dans ce sens, le ministère de la Femme et de la Famille a priorisé ses actions pour améliorer l'autonomisation économique des femmes et surtout celle des régions vers l'inclusion économique. C'est dans ce sens que dans le projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus du développement local, financé par l'USAID, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec les partenaires et les parties prenantes, lance cette mission de consolidation de l'autonomisation des femmes et de soutien à la transition de l'économie informelle vers le secteur formel dans les 5 régions afin de mieux lutter contre l'inégalité des chances. Cette initiative vise à renforcer l'autonomisation économique des femmes en facilitant leur accès à des opportunités formelles et durables. Les objectifs de cette mission sont essentiellement l'élaboration d'un diagnostic sur le secteur d'activité exercée, tels que l'agriculture, l'artisanat, le secteur tertiaire, la pêche et probablement l'élevage, par les femmes pour présenter une cartographie des secteurs d'activité porteurs et mettre en place un plan d'accompagnement à la formalisation des entreprises féminines et aux droits de la femme en collaboration avec les institutions concernées. Adikil avec le projet du nom Jouer pour apprendre, Play to Learn, financé par l'USAID et mis en œuvre par l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a démarré une série de formations destinées aux parents. En effet, il était prévu dans une deuxième phase du projet de conduire des séances d'éducation parentale à travers des causeries éducatives et en se basant sur le guide et les modules élaborés par le projet Jouer pour apprendre. Cette série de formations a débuté dans la ville de l'Unité du 13 au 14 de ce mois et a pour objectif d'accroître les connaissances et compétences des parents sur le développement intégré du jeune enfant.
Sport à présent, où sous l'égide du secrétariat d'État au sport, le collectif des élus locaux, des leaders unis pour le développement durable, a lancé hier la 4e édition du tournoi de la paix et de l'amitié intercommune. C'était au stade Roi Fahad. Ce tournoi de la paix et de l'amitié intercommune, organisé chaque année par le collectif des élus locaux et leaders unis pour le développement durable, a donc réuni plusieurs personnalités responsable des communes de Boulaous et de Balbala. Le match de la Supercoupe a opposé l'équipe du quartier 6 de la commune de Boulaous et l'équipe du PK12 de la commune de Balbala. En fin de rencontre, c'est l'équipe du PK12 qui remporte ce match avec un score de 3-0. L'objectif de ces activités estivales est de rassembler les jeunes autour des valeurs de la paix, c'est aussi un moyen de lutter contre la drogue et la délinquance juvénile. Notre équipe de reporters donc ont pu recueillir les réactions des participants. Voici leurs propos. Cet après-midi, c'est présent pour faire le lancement de la 4e édition du tournoi de la paix et de l'amitié intercommune, qui regroupe des jeunes footballeurs ici de la commune de Belbala, commune de Blaos et la commune de Razdika. Donc nous, avec le partenariat du secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence Hassan Mohamed Kamil et l'ensemble de son département, avec les parlementaires ici présents, avec la société civile, avec les 3 communes, avec la mairie, nous avons organisé ce tournoi pour que les jeunes évite de tomber dans les fléaux de la drogue. Nous remercions la collaboration et le partenariat de la police, de la direction générale de la police, la Fédération djiboutienne de football, la mairie de Djibouti. Et nous disons que c'est la 4e édition, ça ne va pas s'arrêter ici. Nous comptons continuer jusqu'à notre mandat, Inch'Allah. Autre grand format de ce soir, la surveillance maritime en période de Khamsin, un défi relevé par la garde-côte djiboutienne. Voici les détails. La surveillance maritime est un défi quotidien pour les hommes et les femmes de garde-côte de Djibouti, surtout en ces périodes de fortes rafales de vent appelées Khamsin. En effet, de nombreux Djiboutiens se rendent à la plage en quête de fraîcheur. En cette saison de Khamsin, le garde-côte de Djibouti redouble les efforts pour assurer la sécurité et la surveillance maritime. On a pour mission d'assurer l'intervention dans l'ensemble des opérations d'assistance et de secours en mer, tels que des personnes en détresse, des bateaux chavirés ou des bateaux en panne. Surtout en ces périodes de Khamsin, on redouble les efforts et la vigilance pour alerter les usagers de la mer. Comme chaque année en ces périodes, on active le plan mer sûre pour sensibiliser les plaisanciers, les baigneurs et les pêcheurs. Pendant ces périodes, le garde-côte de Djibouti intensifie ses patrouilles maritimes pour surveiller de près les activités en mer. Ces patrouilles renforcées permettent de détecter rapidement toute situation anormale ou dangereuse et d'intervenir efficacement. La période de Khamsin représente un défi de taille pour le garde-côte de Djibouti. Cependant, grâce à une combinaison de patrouilles renforcées, des technologies avancées, des formations rigoureuses et des collaborations efficaces, la sécurité maritime est maintenue. Cet engagement constant garantit que malgré les conditions difficiles, les eaux de Djibouti restent sûres pour tous ceux qui les traversent. Le garde-côte de Djibouti est une institution dédiée à la protection et la sécurité des eaux territoriales du pays, avec des années d'expérience et des technologies de pointe. Elle assure une surveillance constante et une intervention rapide pour tous les incidents maritimes. Donc pour cela, on leur demande de consulter les conditions météorologiques. On leur demande aussi de porter des gilets de sauvetage. Et aussi, donc, on leur demande d'informer un de leurs proches. Mais aussi qu'ils équipent leur bateau correctement, c'est-à-dire qu'ils mettent dans leur bateau de l'eau, des moyens de communication, de feux de détresse aussi. Et donc on leur demande de rester vigilants, de respecter les consignes de sécurité.
Et en cas d'accident, donc on leur demande de rester calmes et de contacter le numéro vert de la garde des côtes, les 1500. Et surtout, donc, on leur demande d'éviter les zones dangereuses. Quand on vous dit on double les efforts, c'est-à-dire donc en pleine mer, on fait des surveillances et on contrôle toutes les embarcations donc, qui veulent sortir en mer et on vérifie en fait si tous les points mentionnés sont respectés et on les contrôle. Et donc on exige en fait que tous ces points soient respectés. Le Khamsin, vent chaud et sec soufflant du désert, est connu pour ses effets déstabilisants sur les conditions maritimes, notamment la réduction de la visibilité et l'augmentation de risques de navigation. Malgré le défi imposé par le Khamsin, le garde-côte de Djibouti montre une résilience et un dévouement exemplaire pour garantir la sécurité maritime. Leur capacité à s'adapter aux conditions difficiles et à utiliser des technologies avancées démontrent leur efficacité et leur engagement envers la protection des eaux territoriales de Djibouti. Grâce à leurs efforts inlassables, les Djiboutiens peuvent continuer à profiter de plages et des activités maritimes en toute sécurité, même en période de Khamsin. En nouvelle du monde cette fois, de l'aide humanitaire larguée sur Khan Younes dans le ciel de Gaza. Des avions distribuent de la nourriture 2 jours après une frappe qui a tué au moins 90 personnes, dont des enfants, malheureusement, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Le largage des denrées alimentaires s'est fait par voie aérienne au-dessus du camp de réfugiés de Khan Younes, situé environ 2 km de la côte au nord de Rafah et acheminé par des camions. Ces ravitaillements aériens sont contestés par certaines organisations humanitaires qui remettent en question leur efficacité. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.